Bonjour et bienvenue dans Passé Présent, l'émission historique de TVL, émission présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. L'histoire de l'Espagne au XXe siècle se résume trop souvent à la guerre civile et à la période franquiste qui s'ensuivit. Cette histoire dans l'entre-deux-guerres est pourtant mouvementée et instable politiquement. Il y eut cependant une courte période de 7 ans, assez méconnue en France, qui aurait pu permettre à l'Espagne de redresser la barre après des années de fiascos politiques, économiques et sociaux. Cette période fut celle du régime de Miguel Primo de Rivera entre 1923 et 1930. Nous allons voir avec notre invité que ce régime ne fut ni une dictature sanglante, ni un fascisme de plus. Michel Festivi, bonjour. Bonjour Monsieur Fiquet. En 2021, vous aviez sorti Les trahisons des gauches espagnoles qui relataient le fiasco de la Seconde République, puis L'Espagne ensanglantée, publié en 2022 et qui passait en revue l'ensemble des violences politiques des milices anarchistes et révolutionnaires dans les années 30. Et là, vous venez de publier aux éditions du Alpha, comme les deux précédents, dans la collection Vérité sur l'histoire, votre troisième livre. C'est une trilogie, mais dans le désordre, sur l'histoire contemporaine, votre troisième livre sur l'histoire contemporaine de l'Espagne, intitulé Miguel Primo de Rivera, un dictateur éclairé pour régénérer l'Espagne, 1923-1930. Un livre préfacé par Arnaud Imaz. Alors, avant toute chose, il est bon de se replonger dans le contexte de l'Espagne des années 20. Quelle est la situation politique, économique et sociale en 1920-23? Très mauvaise. L'Espagne est dans une situation dramatique pour de multiples raisons. Tout d'abord, la violence politique. Vous l'avez évoqué, et mon précédent livre sur les violences anarchistes en parle énormément, puisque spécifiquement, l'Espagne était dominée par la violence politique anarchiste. Puisqu'il faut savoir que 3 présidents du Conseil ont été tués par des anarchistes entre 1897 et 1921, et le dernier donc en 1921, Dato, c'était d'ailleurs 3 présidents du Conseil de très haut niveau, de très très bons présidents du Conseil. Donc violence politique considérable, et puis l'anarchie résultant également du séparatisme catalan, et puis enfin, troisième chose, le Maroc. Le Maroc où des batailles sanglantes avaient lieu et où l'Espagne n'arrivait pas à pacifier, on en reparlera sûrement, cette région du Rif qui avait été concédée à l'Espagne par la France dans le cadre des accords au niveau du concert des nations. Donc très très mauvaise situation. On est dans quel régime politique? C'est une monarchie? Le roi c'est une monarchie constitutionnelle, le roi c'est Alphonse XIII, c'est une monarchie constitutionnelle. Au niveau des institutions, l'Espagne est plutôt un pays moderne. Mais n'arrive absolument pas il y a eu 34 gouvernements en une dizaine ou une vingtaine d'années. Quasiment tous les 6 mois, il y a une crise politique. On est dans un système très particulier du bipartisme qu'on a appelé le tournisme ou le turno pacifico, qui faisait en sorte que seuls 2 partis pouvaient gouverner, le parti libéral et le parti conservateur qui alternaient au pouvoir. Et on était en bout de course. Ce système politique qui avait commencé en 1875 au moment de la restauration bourbonienne, était complètement en bout de course. D'accord. Alors, Miguel Primo de Rivera, qui est-il? C'est un militaire de haut niveau? C'est un militaire de haut niveau. Parce que juste avant sa prise de fonction comme chef du gouvernement, on y reviendra, il était capitaine général, ce qui était le plus haut grade de l'armée espagnole. Capitaine général, il a des pouvoirs civils et militaires très importants. C'est un peu une sorte de maréchal en France, mais avec des pouvoirs plénipotentiaires très très importants. Fils de militaire, petit-fils de militaire, arrière-petit-fils de militaire. Il a un ancêtre qui a participé à la bataille de Rocroi. Il a un ancêtre général qui a combattu les armées napoléoniennes en 1808-1814. Il a un oncle aussi très important, Fernando. Son père était colonel, mais Fernando était capitaine général des Philippines, ministre de l'Intérieur à plusieurs reprises. Il va avoir un rôle considérable. D'accord, donc grande famille. Et il sort du lot de quelle façon? Il sort du lot parce que c'est un militaire, un officier brillant et courageux.
Et il est envoyé où Dans les Philippines, à Cuba, au Maroc. Il va se battre sur tous les champs de bataille de l'Espagne de l'époque. D'accord. Alors, et qu'est-ce qui le motive pour prendre... on racontera comment il le prend. Il est complètement écœuré par l'anarchie généralisée qui règne en Espagne. Il est complètement écœuré par la violence des anarchistes. Il est écœuré également par l'armée, parce que il n'est pas très aimé dans le milieu des militaires, parce que l'armée est assez corrompue. Il y a des problèmes entre les africanistes, c'est-à-dire les militaires qui combattent au Maroc, et les péninsulaires qui sont encasernés dans la péninsule et qui ne font pas grand-chose. L'armée, il y a 200 000 militaires à peu près en 1920, beaucoup trop d'officiers. Il veut réformer tout ça. Il est mal vu des militaires aussi, mais finalement, tout ça va le motiver pour prendre le pouvoir entre guillemets, parce qu'on va voir que c'est pas une prise de pouvoir tout à fait. Oui, on va en parler justement. Alors, comment déjà arrive-t-il au pouvoir? On parle de putsch. Oui. J'imagine qu'il n'est pas arrivé tout seul. Pas du tout. Alors, est-ce que c'est préparé de longue haleine? J'ai oublié de dire aussi qu'il y a un problème très important au niveau du Maroc, c'est qu'en 1921, 2 ans avant sa prise de fonction, l'Espagne connaît une défaite considérable à Anoual, où 3000 combattants rifins sont venus à bout de 9000 militaires espagnols. Ils les ont complètement laminés. Il y a eu des morts considérables, des blessés, du matériel qui a été pris, etc. Donc ça a traumatisé le pays. Et puis on vit toujours sur le traumatisme de la fameuse génération 1898, la fameuse année 1898, où l'Espagne a perdu ses dernières colonies, où l'Espagne en 1898 a perdu Cuba et les Philippines. C'était un traumatisme considérable, j'en parle tout au long du livre, et ça aussi, c'est rémanent, si vous voulez, ça perdure. Et en 1923, c'est toujours d'actualité. Alors, est-ce que Primo de Rivera, dont je disais, il n'est pas tout seul, de qui est-il entouré? Est-ce qu'il y a des partis politiques derrière? Au début, est-ce qu'il met longtemps à préparer son... Non, alors il est en 1922... En septembre 22, un an avant, jour pour jour, il est nommé capitaine général de Catalogne avec la mission impérative de rétablir l'ordre en Catalogne, qui est en proie à des troubles considérables. D'ailleurs, Pio Moa, le grand écrivain de la guerre d'Espagne, a dit l'Espagne à ce moment-là, elle a 2 problèmes, le cancer du terrorisme et du Maroc. Et donc, très, très rapidement, il s'aperçoit que c'est pas possible de rétablir l'ordre en Catalogne s'il n'y a pas un changement complet au niveau gouvernemental, puisqu'on est dans un régime politique qui ne fait plus rien. Le parlementarisme n'existe plus. Un auteur a dit que Miguel Primo de Rivera avait mis à bas un parlement inexistant. Vous voyez. Donc, conscient de ça, il se dit il n'y a qu'une solution, c'est que je prenne le pouvoir et qu'on me donne le pouvoir et que j'ai les coups des franches pour faire des réformes indispensables. Et puis donc, alors, dans la nuit du 12 au 13 septembre 1923, il fait une proclamation que je cite dans mon livre, qui est un peu grandiloquente, il est andalou, Miguel Primo de Rivera, donc il est débonnaire, grandiloquent. Il n'est pas du tout comme Franco. Franco, c'était un Galicien, quelqu'un de froid, de calme. Miguel de Primo de Rivera, c'est pas du tout ce personnage-là. Et donc, il fait une proclamation à l'armée, au roi et au peuple en disant voilà, donnez-moi le pouvoir pour telle et telle raison, tout ce que je viens de résumer. Il l'a fait publier le lendemain dans le journal catalan La Vanguardia. Et puis, il soulève la garnison de Barcelone et il pensait que les autres garnisons allaient suivre. À part Saragosse et Bilbao, aucune garnison ne suit. Les militaires ne bougent pas. Ils ne font rien, ils restent attentistes. C'est d'ailleurs un phénomène qu'on retrouvera bien souvent en Espagne, et notamment en 1936, où contrairement à ce qu'on peut penser, beaucoup de hauts gradés militaires ont été très attentistes et n'ont pas bougé tout de suite, dont Franco d'ailleurs. Et puis finalement, le roi Alphonse XIII, qui est un mauvais monarque, un roi qui tergiverse, qui n'a pas de caractère, qui est vraiment quelqu'un de jamais décider vraiment, finalement se dit non, ce coup-là, il faut y aller, parce qu'on n'en peut plus, donc il le nomme Premier ministre, chef du gouvernement. Il n'y a pas, parce qu'on parle de putsch, mais finalement, il n'y a pas d'occupation du rien du tout. Le gouvernement... Est-ce qu'il y a des pressions physiques Non, le gouvernement, bien sûr, n'est pas d'accord, mais laisse faire le roi. C'est Manuel Garcia Prieto, à ce moment-là, qui est chef du gouvernement. Il démissionne et le gouvernement démissionne. Donc il y a 0 mort.
zéro mort, sauf un déraillement de train fait par les anarchistes, c'est tout, il y a zéro mort. Et on peut dire, c'est ce que je dis d'ailleurs dans mon livre, paraphrasant la phrase le titre d'un bouquin de Henri Amouroux, 40 millions, en 1940, vous savez, 40 millions de pétainistes, je dis en 1923, 21 millions de primo-rivéristes. Puisqu'il y a 21 millions d'habitants à peu près en Espagne à ce moment-là. La façon dont il prend le pouvoir ressemble un peu à ce qu'a fait Mussolini. Exactement, mais c'est exactement pareil, c'est-à-dire que il y a un phénomène, il se montre, il fait un prononciamento, c'est-à-dire qu'il se prononce pour un changement de politique, et le roi le nomme chef du gouvernement. Alors, bien sûr, il avait soulevé la garnison de Barcelone, mais comme personne n'a suivi, finalement, c'est un peu comme la marche sur Rome, où finalement le roi appelle Mussolini au pouvoir. Exactement pareil. Donc, il est nommé Premier ministre. Oui, chef du gouvernement. Chef du gouvernement. Il y a des élections qui suivent. Pas du tout. Alors, il est nommé. Immédiatement, il va créer ce qu'on appelle un directoire militaire. C'est-à-dire qu'il va proclamer l'état de guerre, l'état de siège. Il va suspendre la constitution de 1875, qui est une constitution très en avance pour l'époque, puisqu'il y a des élections, notamment tous les Espagnols votent à partir de 25 ans, depuis 1890. Le suffrage masculin, bien sûr, mais c'est universel. Il suspend les Cortes, il suspend les Cortes, il suspend le Sénat, les deux chambres qui existaient à l'époque, et il nomme 9 personnes qui sont son directoire militaire, mais il est le seul ministre, il est le seul représentant du roi, il n'y a que lui qui peut voir le roi, il n'y a que lui qui peut lui proposer des réformes. Voilà. Et les réformes vont immédiatement commencer, ça ne va pas traîner du tout. Alors notamment, il va également supprimer tous les statuts d'autonomie, notamment celui de la Catalogne. Voilà. Et alors, quelle est la réaction populaire Est-ce qu'on sent une certaine légitimité? Vous dites que 21 millions de primo-rivéristes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de soulèvement, il n'y a pas d'émeute. Il n'y a aucun soulèvement, il n'y a aucune... quelques grognes, mais très éparses, et tout se calme très très vite. Et le pays était à bout. Le pays sentait très bien qu'il fallait absolument qu'on change de politique de manière radicale. Et donc il arrive au pouvoir, mais est-ce qu'on sait sa pensée politique finalement par quoi est-il inspiré? Des lectures, économiquement parlant, socialement? Alors, vous employez le terme de régénérationnisme. Oui. Alors, effectivement, à plusieurs reprises, dans plusieurs chapitres, le régénérationnisme, c'est un système métapolitique, notamment qui était représenté par un homme très important en Espagne qui s'appelait Joaquim Costa, qui est mort en 1901, mais qui a écrit un nombre considérable de livres et qui a dit, notamment, l'Espagne, c'est l'électricité plus l'irrigation. Voilà. Un peu comme Lénine avait dit les soviets et l'électricité. Il avait dit, et Joaquim Costa et tout le mouvement régénérationniste voulaient changer complètement de politique, voulaient ancrer l'Espagne dans la modernité, donc au niveau de l'électricité, au niveau de l'irrigation, au niveau de la scolarité, voulaient changer le système scolaire qui était totalement inefficace, voilà, contre l'oligarchie, contre le système politique du bipartisme qui était déjà à bout de souffle à cette époque-là. Voilà, donc il s'est beaucoup inspiré du régénérationnisme de Joaquim Costa et de ceux qui ont... Parce que Joaquim Costa avait créé une sorte de parti politique qui ressemblera beaucoup à l'Union patriotique que créera Miguel Primo de Rivera en s'appuyant sur la société civile et sur les métiers, sur les corporations, sur... voilà. Donc finalement, c'est pas un dogmatique, c'est plutôt un pragmatique. Complètement. Absolument pas un dogmatique. Donc nous allons voir maintenant les grandes lignes de son action. D'abord, les grandes réformes économiques qu'il a mis en place. Alors elles sont considérables. D'abord, premièrement... Vous pouvez les lister, puis Oui, mais on peut les lister très vite, si vous voulez. En développement sur celles qui vous paraissent le plus important. Alors, l'infrastructure routière... L'Espagne n'avait quasiment pas de route digne de ce nom. Donc il crée les routes nationales, c'est Primo de Rivera qui va les créer. Et tous les touristes, notamment français, qui vont aller en Espagne après la Deuxième Guerre, parce qu'un peu avant c'était compliqué, mais à partir de 1950 jusqu'en 1980, ils vont rouler sur les routes nationales qu'avait qu'à créer pratiquement ex nihilo Primo de Rivera. Ça c'est très très important. L'hydrographie, le système hydraulique, l'Espagne avait des fleuves qui étaient mal canalisés. Il y avait déjà des ingénieurs qui, par le passé, avaient fait des études, etc. Et
l'une des caractéristiques de Miguel Primo de Rivera, c'est qu'il va prendre dans les cartons des ministères et des administrations ce qui n'avait pas été fait depuis 20 ou 30 ans, et grâce à son volontarisme, il va les mettre en œuvre, il va réussir à les mettre en œuvre. Donc on va canaliser l'Èbre, par exemple, qui est le plus grand fleuve d'Espagne, qui va permettre de l'irrigation, qui va permettre de l'électricité. L'électricité va arriver dans tous les villages espagnols à ce moment-là, sans que c'est considérable. Il va créer la Telefónica, qui existe toujours, qui est une très grande entreprise espagnole, bien sûr qui a changé de statut depuis, mais la Telefónica, c'est Miguel Primo de Rivera. L'industrie automobile, l'automobile va avoir un essor considérable. La Campsa, c'est une société de pétrole que tous ceux qui ont fréquenté l'Espagne ont connu encore, elle existait encore il y a 10 ou 20 ans, bon après elle a changé de statut aussi. La Campsa, voilà, plein de choses comme ça, il va vraiment avoir au niveau économique des réformes considérables, et la croissance économique va atteindre certaines années près de 8%. Ouais, donc ça a fonctionné, c'est-à-dire que ça fonctionne. Les réformes sont mises en place. Il va aussi donner des fonds, il va réformer aussi le ferroviaire, les bateaux, etc. Enfin, il va vraiment avoir une activité économique considérable. D'accord, donc le pays se transforme. Oui, complètement. Parce que le pays avait raté la révolution industrielle que la France, l'Angleterre et l'Allemagne avaient réussi à la fin au milieu du 19e siècle. Là, l'Espagne était complètement passée à côté. Et donc, c'est à ce moment-là que vraiment la révolution industrielle arrive en Espagne, avec 50 ans ou plus de 50 ans de retard. Plus de 50 ans de retard. Je parlais tout à l'heure de légitimité populaire. Iberia aussi. Iberia va être créée par Miguel Primo de Rivera en 1927. Enfin, voilà, plein de choses comme ça. Comment réagissent les syndicats on sait qu'il y a des syndicats assez puissants en Espagne, notamment l'UGT. Alors, les syndicats, ils réagissent très positivement. Très positivement. Des syndicats qui sont des syndicats de gauche. L'UGT est la courroie de transmission du Parti socialiste ouvrier espagnol. Donc c'est vraiment un syndicat de gauche qui est dirigé par un homme qui aura un avenir funeste dans les années au moment de la guerre civile, qui est Largo Caballero, qui à l'époque est le patron de l'UGT et qui collabore avec le régime. Mais ils vont collaborer avec le régime grâce aux lois sociales que parallèlement, parce qu'il y a deux volets essentiels. Oui, on va parler des lois sociales. Grâce aux lois sociales que Miguel Primo de Rivera et ses hommes, ses ministres vont mettre en place, des lois sociales considérables. Et là, l'UGT va collaborer. Elle va collaborer parce qu'elle trouve que c'est très bien. Déjà, ils avaient un peu commencé à collaborer avec les gouvernements précédents dans les années 20. Et là, ils vont vraiment collaborer. Largo Caballero va être nommé conseiller d'État. Donc il va avoir des fonctions officielles. Et l'UGT va suivre le régime, au moins jusqu'en 1929. À partir de la crise économique, ça va changer un peu. Après, elle va s'opposer. Et d'autant plus que l'UGT a comme rival important la CNT, le syndicat anarchiste, qui est peut-être plus puissant que l'UGT. Et comme Miguel Primo de Rivera va mettre le paquet pour contrer la CNT et faire en sorte de réduire sa violence, l'UGT ne va n'y trouver que des avantages. Bien. Et donc, matière sociale, qui suit, parce qu'il y a un volet social qui suit le développement économique. Complètement, oui. Volet social avec un homme très important, un ministre, parce que Miguel Primo de Rivera va beaucoup s'appuyer sur des ministres. Vous dites au début, il est tout seul, mais très compétent. J'imagine qu'il forme un gouvernement. Par exemple, Calvo Sotelo, qui est son ministre du budget, et le ministre qui s'occupe de tout le social, c'est Eduardo Honos, qui est un homme très important dans cette phase de l'histoire, qui vient du christianisme social, et qui est un historien qui a beaucoup étudié les métiers, les corporations, tout ça, et qui va organiser avec bien sûr toute son équipe des corporations de manière verticale, en partant du bas, remontant vers le haut, pour faire en sorte que patrons et ouvriers se parlent, s'entendent, créer des structures permettant de régler les conflits du travail, de gérer la durée du travail, voilà tout ça, et ils vont créer des lois sociales où
s'occuper de lois sociales qui avaient été créées un petit peu avant, mais qui n'étaient pas appliquées, comme la journée de 8 heures, par exemple. Donc les grandes lois sociales. Alors, journée de 8 heures, journée de 8 heures, donc c'est très novateur par rapport à ce qui se fait. Oui. Congé maternité, réduction du travail pour les femmes, pour les enfants, etc. Enfin, bon, augmentation des salaires, Pas de congés payés encore Non, les congés payés, je ne sais pas, mais voilà, des lois sociales d'importance. On crée également des lois qui vont permettre aux ouvriers ou aux gens modestes d'acheter des maisons, ce qu'on va appeler la loi sur les casas baratas, les maisons à bon marché, toute une série de lois comme cela qui vont avoir l'accord de l'UGT. Donc ils sont très populaires. Très populaires, oui. Et est-ce que c'est sanctionné Enfin, on parlera après des institutions politiques. On va plutôt parler du Maroc dont vous aviez parlé au début. Donc c'est vrai que c'est une question très épineuse pour l'Espagne. Donc est-ce qu'il parvient à régler le problème marocain? Oui, de parce quelle que manière? justement, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, l'Espagne s'est fait concéder par la France. Alors j'explique tout ça, c'est très complexe au niveau des relations, bien documenté, niveau des relations internationales, mais pour aller à l'essentiel, donc l'Espagne obtient une sorte de sous-protectorat dans le Rif, qui est la zone côtière, mais qui est très compliquée, très difficile d'accès, avec des ravins, avec des zones montagneuses, et surtout avec des Berbères qui sont de redoutables guerriers et qui ne s'en laissent pas compter et qui refusent que le roi du Maroc ait abandonné ainsi son pays à la France et à l'Espagne. Ils vont être très violents et voilà. Donc l'Espagne n'arrive pas à pénétrer ce Rif, à dominer ce Rif. En 1909 notamment, il y a des tueries considérables qui vont avoir lieu. Des soldats espagnols vont être massacrés exactement en 1909. Et puis on arrive à la fin de la Première Guerre mondiale. L'Espagne est neutre pendant la Première Guerre mondiale. Et en 1920, la France dit à l'Espagne, maintenant il faut y aller. Sinon, on va mettre quelqu'un d'autre à votre place parce que nous, absolument que le Rif soit pris en charge par une puissance européenne. Donc là, l'Espagne, voilà. Mais seulement son armée est très mal commandée, très mal équipée. En plus, avec d'énormes difficultés. D'ailleurs, Primo de Rivera fera beaucoup de choses pour l'armée ensuite. Et en 1921, donc il y a cette défaite d'Anoual, et quand en 1923 Miguel Primo de Rivera prend le pouvoir, il comprend que pour pacifier le Rif, il faut que la France l'aide. Et comme la France également a des batailles très importantes dans le Rif dans les années 20-25, avec l'aide de la France, il va arriver à pacifier le Rif. Il va y avoir un débarquement très important en 1927 qui va avoir lieu, et là des généraux vont se faire remarquer, comme notamment Franco qui fait sa carrière au Maroc, et l'armée espagnole va réussir, grâce à Miguel Primo de Rivera et grâce à sa politique militaire, à pacifier le Rif. Bien. Dans ce Maroc espagnol, il y a aussi beaucoup de juifs, les juifs séfarades, et chose très méconnue, il va leur donner un statut particulier. Oui, alors ça c'est très important et j'ai tout un chapitre là-dessus et je demande aux téléspectateurs s'ils m'écoutent de bien noter ça, parce que ça c'est totalement inconnu. C'est-à-dire que Miguel Primo de Rivera va octroyer aux juifs séfarades, c'est-à-dire aux descendants des juifs qui avaient été expulsés d'Espagne en 1492 par les rois catholiques et qui étaient éparpillés en Afrique du Nord, dans les Balkans, un peu partout, du côté de la Turquie, etc. Il va leur octroyer un statut légal en 1924, un décret qui va être signé par Miguel Primo de Rivera et par le roi, qui octroie aux juifs séfarades, sur simple demande, la nationalité espagnole. Et ça, c'est très important parce qu'en Espagne, il y avait tout un mouvement en faveur des juifs séfarades depuis déjà plusieurs années. J'explique tout ça dans mon livre. Et ce statut des juifs séfarades qui... Normalement, c'est terminé en 1930 puisque cette loi n'avait qu'une durée de 6 ans. Mais il n'empêche qu'à partir, néanmoins, Franco, dans les années noires, quand il est au pouvoir en 1940, puisqu'il gagne la guerre civile en 1939, va continuer cette politique et va, grâce à ses diplomates et à ses consuls, ils vont octroyer la nationalité espagnole à énormément de juifs séfarades, et ces juifs séfarades vont être sauvés des griffes des nazis. Ça, c'est très important. Et il y a environ 50 à 60 000 juifs qui vont être sauvés. Et surtout, une chose très importante, c'est que tous les juifs
qui arrivaient en Espagne, aucun ne sera refoulé. Alors que dans tous les autres pays, ils étaient refoulés, notamment en Suisse, notamment les États-Unis refusaient de les prendre, l'Angleterre refusait de les prendre. Franco les a acceptés, ils ont pu traverser l'Espagne, ils ont pu rester en Espagne ou traverser l'Espagne et être sauvés ainsi. Et ça, c'est très très important parce que cette politique philosémite, elle est complètement méconnue et sont des militaires conservateurs, des militaires de droite, Miguel Primo de Rivera, puis Franco ensuite, qui vont sauver l'honneur, je dirais, de l'Europe en sauvant ces milliers de juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il fallait que ça soit dit, et c'est dit dans votre livre. Pour les institutions politiques, vous avez dit au début il crée un directoire militaire. En 1925, à la fin 1925, il va créer un directoire civil. C'est-à-dire que la censure va être assouplie, on n'est plus sous le régime de l'état de siège, de l'état de guerre. Il va donc avec et là il aura des ministres, des vrais ministres. Est-ce qu'il y a des élections quand même? Non, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Non, il n'y a pas plus de parti politique. Si. Alors il crée un parti politique qui s'appelle l'Union patriotique, l'UP, mais qui va être, en fait, ça va être un échec. Ça. Tout le côté institutionnel va être un échec. Il va essayer de faire une nouvelle constitution corporatiste avec l'élection, notamment les femmes pouvaient être élues et étaient électrices. Donc il donne le pouvoir, il donne le droit de vote aux femmes. Il n'y a pas d'élection, je ne comprends pas. Oui, mais elles étaient prévues. Ah d'accord. Elles étaient prévues en 1930, mais la Constitution, il y a un projet de constitution. Un projet de constitution qui était complètement écrit, avec une assemblée corporatiste, avec des gens élus et des gens nommés. Notamment, donc, les femmes pouvaient être élues, les femmes étaient électrices, ce qui est une première, quasiment mondiale à l'époque. À part la Turquie, je crois, en 1923, c'était et peut-être d'autres pays, mais bon, c'était très rare en tout cas, très rare. Mais ce système politique qui était bien pensé, notamment par ses ministres, etc. Il y a eu deux plébiscites. Il y a eu deux plébiscites en 1926, en septembre et en décembre, où les gens allaient dans les mairies et pouvaient signer des registres pour dire s'ils approuvaient ou désapprouvaient cette constitution. Ces plébiscites ont eu du succès, mais on n'est pas allé plus loin, si vous voulez, parce qu'ensuite, le régime a... Mais il y a des élections locales quand même qui se déroulent, au moins au niveau des municipalités? Non. Non. Donc tous les maires au niveau des... si vous voulez, les municipalités sont gérées par des personnes nommées par le pouvoir. Par le pouvoir. Et alors, ce système tient combien de temps, finalement? C'est-à-dire qu'il prévoit cette constitution qui était prévue pour... la Constitution était prévue, elle aurait dû être approuvée par plébiscite en 1930, mais à la fin du mois de janvier, Miguel Primo de Rivera démissionne, donc tout ça est remis en cause. Et on reviendra après à la Constitution de 1876 qui avait été suspendue pendant ces 6 années et demie de régime. Alors cette période de l'Espagne, 1923-1930, en France, dans le reste de l'Europe, ce sont ce qu'on appelle les années folles. Ça peut se justifier pour des pays qui ont fait la guerre, la Première Guerre mondiale. L'Espagne, non, elle était neutre, mais il y a quand même une période très, très faste. J'ai tout un chapitre dédié dans mon livre, effectivement, parce que cette période des années 20, on va l'appeler l'âge d'argent. Le 16e et le 17e siècle avaient été l'âge d'or, et au niveau des arts espagnols, notamment de la littérature, de la poésie surtout, du cinéma, de la peinture, de la musique, ça va être extraordinaire avec de multiples artistes, Federico García Lorca, Manuel de Falla, le grand musicien, Luis Cernuda, des poètes, Alto Aguirre et d'autres, et plein d'autres. Ça va être flamboyant. Alors, flamboyant, mais encouragé par le pouvoir? Je ne sais pas si c'est encouragé par le pouvoir, mais en tout cas, ils avaient toute latitude pour faire tout ce qu'ils voulaient. Et alors, j'ai retrouvé dans le livre d'Arnaud Imaz sur José Antonio Primo de Rivera, le fils, la biographie très, très, très considérable d'Arnaud Imaz, mon préfacier. J'ai retrouvé une photo de 1929 où on voit Miguel Primo de Rivera avec son fils et avec les deux grands poètes espagnols de cette époque, les frères Machado. Un deviendra communiste, un autre deviendra
franquiste. Et donc, voilà, rien n'était interdit. Le régime n'a rien interdit, aucun art officiel. Voilà. Il n'y a pas de censure, si, la presse. Il y a eu une censure de la presse, mais très, très légère. D'ailleurs, je fais une citation dans mon livre d'un futur révolutionnaire du Front populaire qui dira « On a combattu ce régime par la presse, preuve que la censure n'était pas très forte. » Non, alors justement, on le qualifie comment? On le qualifie de dictateur, Miguel? Est-ce que c'était un dictateur, un tyran? Je peux faire... Allez-y. Dans mon chapitre 17, je fais une mise en perspective entre le régime de Miguel Primo de Rivera et ce qui va se passer en Espagne dans les années 36-37, c'est-à-dire dans la zone révolutionnaire où les hommes de Staline et le NKVD vont complètement prendre en main cette partie de l'Espagne, et là ce sera sanglant. Et voilà les termes que j'ai trouvés chez les historiens. Dictature douce, dictature clémente, dictature modérée, dictature civilisée, dictature libérale, respectueuse, paternaliste. Voilà comment les historiens ont qualifié ce régime. C'est-à-dire qu'ils disaient c'est un dictateur, mais immédiatement ils accolaient à ce terme un édulcorant. Mais ça tenait à sa personnalité, vous pensez? Mais vous savez, il y a une historienne qui est très connue qui s'appelle André Bachou, qui a écrit une superbe biographie de Franco, a dit « Ce régime, il embarrasse les historiens ». Oui. Parce que les historiens n'arrivent pas à le caser dans des cases. C'est impossible. Parce que c'est pas un fascisme. Ça, j'ai tout un chapitre sur ce terme de fascisme où j'explique avec des auteurs, des grands auteurs à l'appui, ce que c'est le fascisme. Et on voit très bien que c'est absolument pas le régime de Miguel Primo de Rivera, parce qu'il n'y a pas d'homme nouveau, il n'y a pas de volonté de transformer la société, il n'y a pas de parti, le parti unique, mais c'est pas un parti, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'embrigadement de la jeunesse. Il n'y a pas d'embrigadement de la jeunesse. C'est pas un parti, c'est un simple parti de notables. Or, les partis fascistes, c'était l'embrigadement de la jeunesse en premier lieu. Hein. Le nazisme et le fascisme ont été antichrétiens. Là, Primo de Rivera, il n'est pas du tout antichrétien, etc., etc. On peut comme ça développer. C'est pas non plus un national-catholique à la Salazar ou à la Franco. Pas du tout. Il est hispanique, il est pour l'Espagne. Est-ce qu'on peut le rapprocher de Perón un peu, la façon dont... Par certains côtés, oui. Oui, ce volontarisme politique, économique, social, oui, un peu. Et quel homme était-il? Vous dites, c'était un Andalou, il est exubérant. Il est exubérant, débonnaire. Je crois que Arnaud Imaz, dans sa préface, dit que c'est un coureur de jupons. Oui, parce qu'il est malheureusement tombé veuf très jeune, avec 5 enfants en bas âge. Donc il a confié la garde de ses enfants à sa sœur, qui aimait beaucoup les enfants. Les enfants étaient très proches de leur tante. Et c'est un militaire, donc il est allé sur tous les champs opérationnels d'Espagne. Effectivement, c'était un coureur de jupons. Il était bel homme, il était flamboyant, il aimait beaucoup les femmes, mais voilà. Un fêtard aussi. Sans doute. Oui. Alors, si vous voulez, oui. Il travaillait énormément, c'est ce que dit d'ailleurs plusieurs historiens. Il travaillait énormément pendant plusieurs semaines, et puis après, pendant un jour ou deux, il faisait la fête dans les bordels d'Espagne. Bon, mais voilà, c'était comme ça. Et il était aimé de la population? Enfin, qu'est-ce qu'on a comme source? Oui, il était aimé, notamment il a pris parti pour une femme qui s'appelait la Caoba, qui était une espèce d'intrigante. Elle a été condamnée pour des affaires un peu de stupéfiants ou de proxénétisme et il a muté les juges qu'il avait condamnés. Par exemple, un jour, il est rentré dans un théâtre, je crois, il s'était marqué interdiction de fumer. Il avait un gros cigare à la bouche. Et il a dit, on lui a fait remarquer, il a dit, aujourd'hui, on peut fumer. Alors, dans ce livre, vous faites la chasse à de nombreuses contre-vérités également. Oui. Vous pouvez nous en citer quelques-unes? Écoutez, essentiellement le fait que certains historiens disent il n'a pas fait grand-chose. Enfin, c'est un señorito. Alors quand on voit tout ce qu'il a fait au niveau économique, au niveau social, au niveau... il y a des choses très importantes qui restent encore actuellement, qu'il faut absolument dire. C'est au niveau de son héritage. Oui, au niveau de l'international. C'est-à-dire qu'il a fait 2 grandes expositions universelles qui ont eu un succès considérable, celle de Barcelone et celle de Séville. En 1929, ces expositions qui étaient prévues de longue date et que personne n'arrivait à faire, il les a faites. Ça a transformé complètement Barcelone et ça a transformé complètement Séville. Les touristes qui vont à Séville, qui vont place d'Espagne aujourd'hui à Séville,
c'est cette exposition universelle qu'il a créée, et le parc Maria-Louisa, etc. Et il a créé les Paradors, c'est-à-dire tous. Il a rénové. Les Paradors, je pense oui, les Paradors, c'est sous Miguel Primo de Rivera que ça s'est fait. Il a fait une politique de rénovation considérable des monuments historiques pour en faire des hôtels de luxe, pour attirer les touristes étrangers. Donc à l'international également, il a développé considérablement l'Espagne, notamment ses relations avec les anciens pays hispaniques, avec toute l'Amérique du Sud et du Centre, qui ont participé à cette exposition de Séville en 1929-1930, qui a été une exposition superbe. Alors, mais contre-vérité, quand je disais contre-vérité, c'est-à-dire, est-ce que dans les années après Franco, est-ce qu'il a été démonté? Est-ce qu'il y a eu des... En fait, on n'en a pas parlé. Le grand historien espagnol Pio Moa, que j'ai interviewé à Madrid, dont d'ailleurs l'interview est passée dans la revue d'histoire européenne du mois de février-avril 2000, et que je cite d'ailleurs dans mon livre, m'a dit, même en Espagne, il n'est pas connu. Alors en France, il est inconnu, mais en Espagne, il n'est pas très connu. Il est connu en France comme le père de José Antonio. C'est tout. Et par un hasard un peu, mais que j'ai pas voulu, c'est 2023. On est cette année dans le 100e anniversaire de sa prise de pouvoir. Et pendant la période franquiste, Franco, lui, ne le met pas à l'honneur. Il n'y a pas de... Pas plus que ça, parce que Franco... Il se connaissait, il s'aimait bien. Oui, il s'aimait beaucoup. Et il connaissait, parce que notamment Miguel Primo de Rivera va créer quelque chose de très important, c'est une académie militaire générale qui n'existait plus en Espagne, il n'y avait que des académies spécialisées, et il a voulu faire en sorte que le corps des officiers soit cohérent, et pour que le corps des officiers soit cohérent, il a créé une académie générale qui était obligatoire pendant 2 ans avant que chaque officier aille dans une académie spécialisée. Et c'est Franco qui en a été le directeur. Cette académie a été créée à Saragosse et elle va être supprimée par la Deuxième République en 1931. C'est une académie brillantissime et d'ailleurs je cite notamment les militaires français, les militaires étrangers qui sont venus visiter cette académie ont dit elle est absolument fabuleuse. Donc aujourd'hui, finalement, l'histoire espagnole a un peu oublié. Quelques historiens comme Biomay, ou si votre livre est traduit, pourquoi pas, pourront le faire connaître. Je sais qu'il y a encore une statue de lui. Oui, à Jerez de la Frontera, dans sa ville natale, puisqu'il est andalou, et il est né à Jerez de la Frontera, tout près de la frontière portugaise. Donc elle n'a pas été, elle a été maculée de peinture. Mais elle n'a pas été déboulonnée, visiblement. Pour l'instant. Le pouvoir espagnol c'est-à-dire que ne s'intéresse pas. Miguel Primo de Rivera, c'est avant la guerre civile. C'est avant Franco, oui. Bien. Michel Festivi, merci infiniment. C'était très intéressant, effectivement. Voilà, donc un personnage méconnu, parce que c'est quand même 7 ans de l'Espagne. Est-ce que ça a donné quand même... je veux dire, il a été oublié. Il reste des choses au niveau architectural, etc. Vous pensez que sans faire du chrony, si ça avait perduré, on aurait évité toutes les catastrophes? Complètement. Et d'ailleurs, la croissance économique que l'Espagne a connue pendant ces 7 années, elle ne la connaîtra de nouveau que sous le franquisme à la fin des années 50. Et toute la période antérieure, la croissance économique espagnole était quasiment nulle. Alors donc je renvoie à votre livre, Miguel Primo de Rivera, aux éditions du Alpha. Et on a également donc l'Espagne ensanglantée, les anarchistes, milices socialistes, communistes et révolutionnaires entre 1880 et 1939, toujours chez du Alpha. Vous allez retrouver maintenant la petite histoire de Christopher Lahn, mais n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Le 2 janvier 1492, la ville de Grenade, qui est le dernier bastion musulman en Espagne, est livrée au roi Ferdinand d'Aragon et à la reine Isabelle de Castille après des mois de siège. La prise de la ville va mettre fin à plus de 7 siècles de présence musulmane en province ibérique ainsi qu'à la Reconquista, faisant de cette année 1492, ça vous dit sans doute quelque chose comme ça instinctivement, une année glorieuse marquant les débuts du siècle d'or espagnol. Retour sur un épisode crucial, décisif de l'histoire européenne. Grossièrement, l'Espagne, elle a été christianisée sous l'Empire romain. Ensuite, ce sont les Visigoths qui se sont installés dans la péninsule.
Et ensuite, eh bien, à partir du début du 8e siècle, c'est la conquête musulmane très rapide qui a conquis l'ensemble du territoire. Les chrétiens ont par la suite repris la main, dont Charlemagne d'ailleurs, sur le nord de l'Espagne, mais à la suite de la découverte des reliques de Saint Jacques le Majeur en Galicie, la ville de Compostelle va devenir à partir du Xe siècle le plus grand pèlerinage d'Occident. Et c'est ainsi que les chrétiens, les Espagnols, vont reprendre conscience de leur identité, de leurs racines, et vont commencer à trouver pas si normal que ça que ce sont les musulmans qui occupent leur territoire. Compostelle va devenir le plus grand pèlerinage d'Occident, ça va attirer les foules, on va donc construire des routes, des ponts, des églises, des monastères un peu partout. C'est une foi chrétienne qui renaît véritablement dans le nord de l'Espagne à ce moment-là. Le 10 août 997, le djihad est déclaré par Almanzor, qui veut dire le victorieux en arabe. Et ce Almanzor, eh ben, il va rien trouver de mieux à faire que de fondre avec ses troupes sur Compostelle au nom de la guerre sainte. Il va ravager tout le pays et faire incendier la basilique. À partir de là, évidemment, c'est toute la chrétienté qui s'en émeut. Les rois de Castille, des Asturies, d'Aragon, du Portugal vont alors appeler à l'aide les seigneurs de France pour combattre l'islam dans une croisade. Les chrétiens vont progressivement reprendre pied sur le territoire espagnol. En 1212, la prise de Las Navas de Tolosa va ouvrir la vallée du Guadalquivir aux chrétiens. Ensuite, c'est la ville de Cordoue qui tombe en 1236, puis Séville en 1248. Au final, il ne restera plus dans la péninsule ibérique qu'un dernier bastion musulman, tout au sud, l'émirat de Grenade, qui est situé autour de la ville de Grenade sur le territoire de l'Andalousie. Et c'est un émirat très prospère, culturellement, économiquement, mais qui contrôle l'accès et le commerce avec la Méditerranée et les pays méditerranéens. À partir de là, ça va pas durer bien longtemps. La reconquête de Grenade va avoir lieu grâce à l'unification de deux royaumes qui étaient auparavant des rivaux, les royaumes d'Aragon et de Castille. Ça sera une union politique, mais aussi surtout une union matrimoniale, puisque c'est le mariage d'Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon qui va unifier ces deux royaumes et les projeter contre les musulmans du sud de l'Espagne. Et d'ailleurs, cette union va perdurer jusqu'à nos jours, c'est les débuts de l'union des royaumes en Espagne. C'est un prêtre, tout d'abord l'archevêque de Tolède, qui va convaincre le couple royal de parachever l'unité de la péninsule en détruisant le dernier royaume musulman qui persiste et qui comprend Grenade. Le 26 avril 1491, Isabelle fait même le serment de ne se laver ni de changer de linge tant que la ville de Grenade ne sera pas rendue aux chrétiens. Pourquoi pas? Ferdinand va donc renforcer son autorité, sa monarchie. Après avoir conquis Malaga, il va rassembler une armée forte, nous dit-on, de 10 000 cavaliers et de 40 000 fantassins, aux côtés d'Isabelle pour entreprendre le siège de la capitale de l'Andalousie, Grenade. Mais ça n'est pas une mince affaire puisque la cité de Grenade est puissamment fortifiée. Elle est dirigée par l'émir Boabdil, qui est le dernier rejeton de la dynastie Nasride. Il va donc falloir organiser un siège. Mais heureusement, les Espagnols ont une puissante artillerie, c'est ainsi qu'ils vont commencer à entamer les murailles de la cité et à interdire aux assiégés toute sortie. L'émir Boabdil va tout d'abord réussir à obtenir une trêve de 4 mois. Ce qu'il attendait, lui, c'est de l'aide venue du royaume zianide du Maghreb. Mais au bout de 4 mois, avec la famine et l'hiver qui s'installent, ne voyant pas de renfort arriver, eh bien, il va enfin consentir à remettre les clés de la ville. La capitulation a lieu le 2 janvier 1492. Boabdil a eu une capitulation très généreuse en plus, qui accorde la vie sauve à ses hommes. Et une légende nous dit que sur le chemin de l'exil, il se soit retourné, Boabdil, vers Grenade, vers sa chère cité de Grenade, au lieu-dit qu'on appelle aujourd'hui le dernier soupir du mort. Et il se serait effondré en pleurs. Et à ce moment-là, sa mère lui aurait lancé « Pleure comme une femme, ce que tu n'as pas su défendre comme un homme ». La mère Boabdil, elle rigolait pas trop. Avec la prise de Grenade, l'unité de la péninsule est désormais complète, à l'exception du Portugal évidemment, et cette reconquête met fin donc à la Reconquista, mais aussi à 780 années de présence musulmane dans la péninsule. Donc c'est quand même un événement. Cette victoire va valoir à Isabelle et à Ferdinand de recevoir du pape Alexandre VI, qui est un espagnol, le titre émérite de roi catholique. C'est pour ça qu'on dit
On ne dit plus Isabelle de Castille, mais Isabelle la catholique. Je l'ai dit, Boabdil a réussi à obtenir de ses vainqueurs une généreuse capitulation, avec notamment le droit pour ses sujets de conserver leur religion, leurs armes et leurs droits. Mais ça va pas durer longtemps. Tout d'abord, les souverains espagnols vont ordonner l'expulsion de tous les juifs de leur royaume, à moins qu'ils ne se convertissent avec sincérité au christianisme, enfin au catholicisme. Ça prend effet le 31 mars 1492, et c'était un engagement, donc un engagement trahi, qui était inscrit dans le traité conclu avec Boabdil. Ainsi, 160 000 juifs vont quitter précipitamment l'Espagne, ils vont trouver refuge en Afrique du Nord auprès du sultan ottoman, et ces juifs sont connus sous le nom de séfarades. C'est de là que vient le nom séfarade, puisque séfarade en hébreu, c'est le nom donné à l'Espagne, dans la langue hébreuse. Donc, il y a eu expulsion des juifs, et ensuite, c'est au tour des musulmans. À partir de 1499, les musulmans vont être sommés de se convertir ou de quitter le royaume. D'ailleurs, à ce moment-là, les habitants de Grenade vont être rassemblés en masse sur la place publique et vont être aspergés d'eau bénite. Ils vont dès lors être considérés tous comme baptisés. Et puis ceux qui refusent, les musulmans qui refusent, eh bien, ils sont expulsés du pays. Il y a aussi ceux qui vont décider de rester sur place et de pratiquer leur foi en secret, donc des faux convertis. Côté musulman, on les appelle les morisques, ils vont être expulsés un siècle plus tard, en 1609. Et les juifs, qui faisaient également de même, c'est-à-dire qui continuaient à pratiquer leur foi en secret, eh bien on les appelle des maranes. C'est sans doute le passage le plus controversé parmi les historiens bien pensants de l'histoire espagnole, puisque c'est l'Inquisition qui va être chargée de traquer ces faux convertis, et on remet de la morale moderne dans cette histoire, alors que tout ce que voulaient les souverains espagnols à ce moment-là, comme le voulaient tous les royaumes du monde, en fait, c'est de terminer l'unité territoriale et religieuse du pays, tout simplement. Bon voilà, ça on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est de la morale moderne dans l'histoire, ça n'a aucun sens. Mais le pire, c'est que partout, quand on lit des choses sur cet épisode, on nous refait le coup qu'on nous a fait également, et j'en parle dans mon cours sur Louis XIV, par rapport à l'expulsion des protestants et à la révocation de l'édit de Nantes, on nous dit que ça a privé le pays d'éléments dynamiques, et le pire, on nous dit que ça l'a entraîné dans un irrépressible déclin. Bon bah moi, ce que je vois surtout, c'est que cette année 1492, c'est la découverte de l'Amérique, puisque Isabelle, une fois qu'elle a parachevé l'unité territoriale et religieuse du pays, eh bien, elle va pouvoir se concentrer sur de nouvelles conquêtes, donc sur l'Amérique. Donc il y a Christophe Colomb, etc. Cette année 1492, avec la découverte de l'Amérique et la prise de Grenade, c'est ce qu'on appelle en Espagne l'année cruciale. Et c'est exactement l'année qui vient commencer le siècle d'or espagnol. Ensuite, il y a eu Charles Quint, l'Espagne, première puissance mondiale. Donc bon, il y a pire comme déclin, je crois. Bref, voilà pour cette petite parenthèse de morale. Je termine en vous précisant que la ville de Grenade, parce qu'on n'a pas fini avec la morale, la ville de Grenade continue de célébrer chaque année, donc chaque 2 janvier, et bien ce 2 janvier 1492. Donc chaque année, il y a des célébrations. Même si pour Libération, comme pour la gauche espagnole, eh bien cet anniversaire aujourd'hui c'est un scandale. Ça n'est qu'une résonance belliqueuse et un hommage à l'islamophobie. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu, merci de votre attention. Je vous retrouve la semaine prochaine, comme toutes les semaines, pour un nouvel épisode de La Petite Histoire sur TV Liberté. À bientôt.